Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock, where legends collide, with no son of Ben and Johnny by our side. Tomahawk chops, Samoan drops. We're the podcast that never stops. On est dans un spécial NWO. Je suis en co-animation avec mon éminent collègue Benoît Laferrière. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Je suis tellement content de partager nos connaissances avec les gens qui nous écoutent sur la NWO, ce clan qui a marqué à jamais la WCW et le monde de la lutte. C'est grâce à ce clan que la WWE et Eric Bischoff en particulier a été capable de planter Vince McMahon. Ouais, la WCW. J'ai dit quoi? Oui, la WWE, mais c'est pas la WCW, pardon. Ils ont été capables de planter la WWE pendant 83 semaines consécutives. Et avec nous, on a un invité spécial, une encyclopédie de la WCW et de la NWO, le meilleur sur la rive sud de Québec, Monsieur Kevin Laverdière. Comment ça va, mon Kevin? Bonjour, merci de l'invitation, les boys. Ça fait plaisir. C'est vraiment apprécié d'être avec vous autres. Puis je vais vous saluer comme la NWO faisait si bien. For life. For life, les boys. Yes. Écoutez, enchaînons tout de suite avec un petit peu de contenu concernant la New World Order, dans le fond. La NWO, c'est un clan de lutteurs qui heel, bien sûr, dans le fond, les méchants qui ont été formés à l'origine à la WCW de 96 à 2000. Et puis, dans le fond, c'était pour, comme tu viens de dire, faire de la compétition à la WWF à l'époque. Aujourd'hui, WWE, bien sûr. Oui, c'est ça. Et puis, dans le fond, ça a été formé en juillet. Donc, Kevin va pouvoir nous en parler davantage. Donc, c'est vraiment cool que tu fasses partie de cette aventure. Merci pour une émission spéciale. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est du fond du cœur, mon ami. Yes. Donc, puis en même temps, on va essayer de garder ça aussi naturellement, puis de pas trop garder les yeux directement sur notre contenu. C'est une façon. Sinon, on va en avoir jusqu'à minuit. C'est ça, exactement. Puis on va aussi parler de notre enfance, puis d'un peu qu'est-ce qui nous a amené à écouter la lutte, c'est ça, exactement. Puis toi, d'ailleurs, on se souvient, dans le temps, tout était beaucoup plus axé WCW. Nous, on écoutait plus WWF, mais je me souviens, dans le temps, tu manquais pas un show de la WCW. On avait 13-14 ans à l'époque, tu nous parlais des anecdotes, puis... Yes, les gars, vous avez raison. C'est vrai que j'étais un peu plus fan de la WCW que la WWF à l'époque. Je ne dis pas que je l'écoutais pas, la WWF, mais la WCW, je trouvais ça plus intéressant qu'au de la NWO. Moi, j'étais un gros fan de la NWO. Je trouve que ça a changé la lutte au complet, puis à ce niveau-là. Puis c'est surtout les débuts de la NWO qui s'est fait là, en 96, avec l'arrivée de Scott Hall, après son contrat soit terminé avec le grand WWF, Kevin Nash qui est suivi, qui ont créé le Outsider, puis qui s'est imposé dans la WCW. Puis la façon qu'ils l'ont fait, ça se faisait pas de même à l'époque. Quand tu changeais de Fed, tu venais de ce Fed-là, tu devenais un membre de la WCW. Oui, c'est ça, t'arrivais comme délicatement, comme dans le roster régulier, mais eux, ils l'ont fait... Ils l'ont fait de façon non officielle. C'est comme si ça avait été fait un peu... eux avaient décidé de, tu sais, c'est nous autres qui prend le plancher, puis that's it. Tu sais, c'est comme si ça s'est fait de façon naturelle, comme... on arrive, puis... Moi, j'appelle ça l'invasion. C'est comme s'il arrivait de la WWF faire une invasion de la WCW. Puis tellement que ça a paru comme ça, Matt Man a tellement stressé qu'il a poursuivi la WCW à cause de ça. Parce à cause qu'il trouvait que Kevin Nash et Scott Hall, leur personnage se ressemblait beaucoup trop. Puis ils ont été obligés d'un peu rectifier leur façon de faire leur intervention. Avec le Outsider, puis avouer que c'était du monde de la WCW. C'est ça exactement, parce que Razor Ramon était obligé de s'appeler Scott Hall parce que ça appartenait à la WWE. Même chose pour Kevin Nash, qui s'appelait Diesel. C'est une des raisons pourquoi c'est leur vrai nom. Ils ont utilisé leur vrai nom pour pas faire en sorte d'avoir de problèmes ou quoi que ce soit, mais c'était des vétérans dans l'autre fédération. Parce qu'on s'entend que Diesel puis Kevin Nash, c'est le même personnage, c'est pas mal la même gimmick. C'est juste que tu changes le nom. Là. Ben, tu viens de donner raison à Batman. C'est ça qu'il disait, ouais, Batman. Le gimmick ressemblait trop à leur personnage de la WWF.
Mais ça a été rectifié un peu avec le Outsider. Puis c'est comme ça que, en disant non, c'est un club officiel, mais c'est juste qu'il n'embarque pas dans le roster officiel de la WCW. Et c'est pour ça qu'il défiait Eric Bischoff au début, qui était le président de la WCW. Puis, dans le sens, eux autres qui représentaient la WCW à cette époque-là, c'était Hogan, Lex Luger, Sting, Macho Man. C'était contre eux qui faisaient l'affront au début. Mais tu penses-tu que, tantôt on parlait de côté judiciaire de la chose, mais est-ce que tu penses que dans leur plan, de créer la NWO, côté judiciaire, ben, ils se disaient, ben, c'était comme une entité un petit peu séparée de la WCW, puis qui était dans le spectacle, mais c'était des gens. C'était pas comme une fédération, mais c'est une organisation à part, indépendante, comme si dans le fond c'était leur propre agent, genre. Ben, je pense que c'est ça que c'est devenu la NWO, mais on parle vraiment du début. Là. Le mot NWO n'existe pas encore. On est encore à peu près dans le mois de mai. On parle du mois de mai-juin que ça se passe, puis la NWO est née au mois de juillet, début juillet, pendant un grand événement. À notre fête, presque à notre fête. Ouais, le 7 juillet. Vous autres, ben, je vous souhaite bonne fête d'avance, c'est le 10. C'est le 10 juillet pour vous. Et c'est vraiment, là c'est rendu le Outsider qui ne faisait pas partie de la WCW versus l'Outsider contre la WCW. Puis, ils n'arrêtaient pas de dire qu'il y avait un membre mystère dans leur clan que personne connaissait avant le Bash on the Beach. Et pourtant, vous savez bien que ce troisième membre, marquera à jamais la guerre des codes d'écoute entre la WCW et la WWE. En son nom personnel, qui était Hulk Hogan. Yes, et qui après, on l'a eu sous le nom de Hollywood Hulk Hogan. Hollywood Hogan pour... yes! il a changé son look and feel, qu'il a changé. Sa barbe noire. Parce qu'au début, il est arrivé avec la barbe blonde de l'époque du Golden Era. Puis il est devenu plus sombre avec une barbe plus foncée. Ouais, le noir et le bleu là, dans ses éclats d'éclair. Mais c'est sûr qu'il est arrivé, comme tu dis, en blond. Mais là, on arrive à Bash on the Beach. T'as le Outsider qui est en train de foutre une volée à Macho Man sur le ring. Puis là, son ami de toujours, Hulk Hogan, arrive. Donc, tout le monde pense qu'Hogan s'en vient sauver le Macho Man dans le pétrin. Tu vois les Outsiders sortir, Scott Hall en particulier. Là, on le voit sortir rapidement du ring. Hogan monte dans le ring. Puis il pompe la foule. S'envoie dans les corps. Leg drop sur Macho Man. Ah, là, ça a été le moment historique, c'est le premier leg drop. Hein? Ah, c'est le moment historique. Moi, je me le Bash rappelle. on the Beach. La réaction des gens dans la foule. Des gens bouche bée avec les grands yeux, là, un petit peu comme la fois où Brock Lesnar a cassé la streak de Undertaker. Ah ouais, ça c'était débile. WrestleMania 30 d'ailleurs. C'est ça, tu sais. Fait que c'est un grand moment historique dans l'histoire de la lutte professionnelle. Il paraît qu'Eric Bischoff il recevait des téléphones de plainte. Comme de quoi? Comment ça se fait que le plus grand face de tous les temps vire il du jour au lendemain? Tu es en train de changer ça à jamais. Il recevait des plaintes des parents. Là. Ben, Parce que c'est le héros des enfants, Hulk Hogan. Là. Ben, même les parents d'Hogan, dans un des reportages qu'on Ah voit, oui, sa biographie, oui. Ouais. On voit que ses parents ils ne comprenaient pas pourquoi Hogan. Ah, ouais. Il a été héros pendant 15 ans. Là, du jour au lendemain, il vire ill. Wow. Mais je pense que, hormis qu'il fait juste virer ill, puis pourquoi moi je pense qu'Hogan il restera toujours pour moi un très grand lutteur. Je parle pas de l'aspect technique, mais je parle de l'aspect charismatique. Oh, oui, charismatique. Il a réussi son passage de face à ill. C'est pas tous les lutteurs ou lutteuses qui sont capables de faire ça. Il a fait le most popular, puis il a fait le most hated. D'ailleurs, ça lui a valu le most hated Wrestler of the Year au Pro Wrestling Illustrated en 1996 et en 1998. Ouais, c'est... Wow. C'est Hey, c'est hot pareil, hein. Tu sais, j'ouvre une petite parenthèse, j'aime ça faire des petites parenthèses. Les trois gars qui Mais partagent tu sais, nos connaissances. On s'est super préparé avec genre full de papier, puis on est les trois autour de la table, puis on n'a pas un esti qui a regardé le papier. Ouais, ben, on regarde quand même un Mais peu pour c'est hot, savoir parce quel point on est qu'on rendu. connaît, tu sais, c'est drôle qu'on, tu sais, on est, tu sais, on voit qu'on est vraiment passionné. On est capable d'improviser. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment de quoi de Pas génial. besoin de lire un texte comme... Non, c'est vraiment cool, honnêtement. Ben, je pense que la beauté de la NWO puis de ce mouvement-là, c'est. Moi, j'appelle pour moi, ça a été un mouvement de ma vie, surtout dans le monde de la lutte. Tu sais, c'est venu nous chercher en dedans de nous. Ah ouais. Puis l'aspect de la NWO, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, puis on peut faire un lien. Souvent, la lutte, quand il réussit un succès, c'est quand on est capable de faire un lien dans la vraie vie. C'est une identité, une gang. Puis tu sais, on veut pas, moi, j'étais dans l'adolescence avec vous autres, on était au secondaire. Oh, ouais, on trippait sa lutte au bout.
Puis c'était l'effet de gang. Puis je pense qu'on se reconnaissait dans certains lutteurs, puis sans dire qu'on était méchants. C'est juste que l'effet de gang, puis d'être unis, puis être ensemble, puis for life. Moi, Pigeot, par exemple, il y a une affaire qu'on va te faire remarquer. Moi, Pigeot, c'était des gilets de Steve Austin. Toi, c'était des gilets de WCW, WO. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai que t'avais des gilets. Moi, j'avais des gilets. Des gilets Stone Cold. 316 ou genre des Generation X, puis toi, t'avais tout le temps un gilet Hogan ou NWO. Ouais, beaucoup NWO. Kevin Nash, Macho Man. Alors, on s'est tellement Ouais. agacé souvent, là, tu sais. Ouais, c'était un beau jeu, oui. Ben, Ça nous permettait et tout de faire beaucoup de débats sur la lutte, la concurrence à l'époque, entre la WCW, NWO et l'Air Attitude. Et l'attitude Euro. Impliquant The Rock, Austin, Kane et DX. compagnie, là. Kane, Undertaker. Oh, Ça a été des gros moments. Je pense qu'Evan, tu voulais ouvrir une petite parenthèse par rapport à Hulk Hogan qui a tourné dans la série Alerte à Malibu à l'occasion de Bash at the Beach 95. Ben, Tu voulais en parler un petit peu? Oui, parce qu'on parle de la NWO, puis pourquoi je fais une parenthèse? Je voulais la parenthèse Ouais, à vas-y. Jonathan, je vais voler ses parenthèses. Partage-nous ça, mon chum. C'est que la NWO, souvent le monde associe la NWO et la WCW comme le plus gros coup, c'est le 7 juillet. Mais ça, il ne faut pas oublier que la WCW essayait déjà de marquer à l'époque le monde télévisuel en participant à une émission spéciale avec Alerte à Malibu. En signant Hogan Savage, Lex Luger, des gros noms. Là. Puis, mais là, on est en 95 quand, Ouais. quand ils tournent ces émissions-là. Fait qu'on est loin le début de la NWO. Tu sais, puis l'épisode, on compte vite, Hogan, Macho Man, vient en aide avec l'équipe de B-Watch pour sauver un local, récréatif contre les méchants qui étaient à l'époque Ric Flair et Vader, Kevin et- Sullivan. Ouais, Vader. Puis tout Parce que dans l'histoire d'Alerte à Malibu, c'est ça, Ric Flair, il veut acheter le genre de centre de conditionnement physique des sauveteurs, Ouais. l'affaire de même. Là. Puis il faut qu'Hogan puis Macho Man gagnent, sinon il achète tout. C'est ça qui est en jeu, dans le fond. Ouais, c'est les papiers pour acheter Le l'événement. contrat. Fait que le combat qu'on voit, c'était filmé suite à l'événement de Batch on the Beach 95. Mais d'inclure ça à Alerte à Malibu, c'est très bien. C'était très bien. Puis en 96, là, c'est là qu'il y a la subtilité. Jamais qu'on se doutera que Hulk Hogan Ben non, parce que deviendra le most hated, comme on dit. Ben, c'est ça, parce que c'était le face à cette époque-là. ben, c'est vraiment de l'anecdote, parce qu'en 96, l'épisode passe aux États-Unis, là, en février 96. 5 mois. Février, tabarnouche. 5 mois avant l'événement majeur, on voit Hogan sauver encore son chum Macho Man. Mais c'est le lien là. Quand on voit Hogan arriver en 96, encore sauver Macho Man des grises d'escandale. On se dit qu'il va venir le sauver naturellement. C'est ça. c'est toujours la suite de cette histoire-là. Un face qui sauve un autre face. Puis la chose. Ouais, exact. Puis je vais encore ouvrir une petite parenthèse, mais tu sais, Vas-y. c'est drôle. Tu sais, c'est ce qui a apporté le côté naturel et le côté le fun. Tu sais, Alerte à Malibu, ils ont vraiment pris le temps de tourner la chose. Tu sais. Puis il y avait des codes d'écoute, Aujourd'hui, là, là, 12 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, ça n'existe plus, genre, ce genre de truc-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent une firme qui vont tourner un Scooby-Doo, puis ils vont tout faire ça en CGI, puis ils vont faire des cartoons de John Cena, Kane, Undertaker, puis t'as pas le côté personnel attachant que les enfants peuvent, genre, un petit peu s'attacher, tu sais, on est vraiment loin de cette génération-là, pour vrai, là. Ben, c'est sûr, parce que qu'est-ce que tu dis? Hogan, c'est Hogan. Macho Man, c'est Macho Man. Ric Flair, c'est Ric Flair. Vader, c'est Vader. Tu sais, les gars sont vraiment... Ben, c'était des Leur per- personnage de lutteur Ouais, c'est était ça. comme... arrivait dans la vie de tous les jours d'eux autres qui sauvaient du monde sur la barre de C'est la ça, plage. mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Tu sais, on en a parlé souvent que dans le temps, c'était comme des super-héros, puis les gens s'associaient aux personnages. On voulait C'est être ce comme notre idole. Ouais, c'est ça. Il y en a qui voulaient être comme Hogan, il y en a qui voulaient être comme Austin, il y en a qui voulaient être comme The Rock. Oui. Il y en a qui voulaient être comme John Cena. Qui vous pensez que dans les prochaines années va finir le prochain The Rock, où il n'y en a presque pas? Vite de même. C'est triste, là. C'est triste. Pour vrai, là, il va falloir qu'il y ait des gens qui se lèvent les manches, là, parce que... C'est qui ça le va top vraiment face à pas bien. WWE? Personnellement, Ah bon. à part John Cena qui va probablement revenir à SummerSlam, là. Mais vite de même, il n'y en a pas d'autres. là. Il y a John Cena, pas d'autre. Moi, je vais Tu sais, McIntyre, il est bien bon, mais il n'y a pas le charisme à Cena. Là. Moi, je vais avoir la misère à répondre à cette question-là. Non, c'est sûr. Moi, tout, j'y réponds pas, je suis pas capable. Disons que j'ai décroché beaucoup du monde de la lutte, sans dire que je l'écoute encore, mais je sais pas, des fois je me disais que c'est peut-être mon âge, mais je pense que c'est... Ton Les- âge. Ouais, je pense qu'on a vieilli, tu sais, c'est C'est sûr pas un que... pépère, comme on dit. Non, mais tu sais, la mi-trentaine, c'est pas comme quand t'as 16-17 ans, puis C'est t'es en crise d'identité, puis tu cherches ton identité. C'est normal, oui, oui.
Puis tu sais, les lutteurs, puis c'est ça qui nous faisait rêver, c'était le côté rêve de chaque lutteur qui nous amène. Puis c'est ça que la NWO, où je vais faire, qu'est-ce qui a été créé après la NWO dans le WWF, c'était, comme tu parlais tantôt, la DX, c'était une réponse. Ben tu sais, c'était du monde. Tu sais, il faut en revenir avec l'époque des années 2000. Les deux organisations, en regardant la DX et la NWO, ils ont la même histoire. Ben, C'est deux groupes qui se lient contre l'autorité. Ah ouais. Puis Tu parlais de Pichon, c'était ça, là. oui, il s'est lié contre l'autorité, là. Puis c'est carrément ça. Puis je pense que c'est pour ça que le monde sont sentis comme interpellés par ça. C'est comme le monde, tu sais, veut pas. Nous autres, quand on est étudiants, contre la direction, dire hey, ils ne diront pas comment agir, on est capable d'avoir une identité. C'est Du côté rebelle, ouais. Steve Austin contre son boss. Tu sais, Dans le cul, McMahon. Mais c'est un peu le même principe pour les travailleurs puis leur boss. Tu sais. Qui a pas voulu botter le derrière de son boss? Ben moi, oui, là, moi, non, là, mais. Moi non plus! Mais qui a pas voulu botter le cul derrière de son boss? Puis ça, McMahon là-dessus. McMahon là-dessus, il a été un génie. Il a été un génie, McMahon là-dessus. Puis la NWO, c'est la même affaire. C'est juste que les autres, la différence, c'est que les autres, ils ont acheté le boss. Parce qu'Eric Bischoff, à un moment donné, il a changé de plan. C'est vrai. La différence de l'histoire entre la DX et la NWO, c'est qu'à un moment donné, la NWO a acheté Eric Bischoff, puis tu sais, la gang a grossi. Puis c'est ça que je pense, la différence entre la DX et la NWO, c'est que la NWO n'a pas su s'arrêter sur le nombre de membership. Ils ont voulu grossir comme une corporation, puis ils n'ont pas su gérer leur membership. Puis l'autre était plus. C'est quoi qu'il dit? C'est quoi qu'il dit? Il y avait combien de lutteurs à un moment donné? Tu sais, on l'a pas, hein, mais. Ben, moi, je peux t'en nommer. Hey, on peut t'en nommer longtemps, là. Tu sais, t'as eu Hogan, Kevin Nash, Scott Hall. Ça, honnêtement, en partant, ça, c'est les trois membres. Les membres original. Mais tu sais, on a eu plus loin Buff Bagwell, Scott Steiner, Scott Norton. Scott Steiner, on a eu Teddy DiBiase qui a fait partie des choses, Mr. Wall Street qui a fait partie de là-dessus, Big Bossman qui s'appelait Big Booba, quelque chose comme Big Bubba Rogers. Ouais. Ben, lui il a fait partie de la NWO un court laps de temps. Mais c'est déjà appelé Ray Trailer et tout. C'était ça en tant que Ray Trailer ou Big Bubba Rogers, je sais plus. Big Bubba Rogers. Ouais. Parce que, me semble que t'avais un vieux tape de la WCW dans le temps, 96-97. De mon souvenir, c'est toujours appelé Big Bubba Rogers à WCW. Ouais, ben. En tout cas, on va continuer avec ça. Tu sais, on a eu Brian Adams, les Buffs les nommés, Kurt Hennig, Macho Man qui est arrivé par après, Lex Luger, Sting, Conan, tu sais, puis là, j'en oublie, là. Vincent qui était Virgile anciennement. Elisabeth, elle l'a été. Elisabeth qui était manager. Dusty Rhodes qui a été le mentor de Scott Hall en arrière. Ils ont été chercher Rick Rude. Rick Rude, le seul gars qui a fait 2 pay-per-view. Ben, pas 2 pay-per-view, je veux dire 2 événements. 2 Monday Night. 2 Monday Night. Mais tu pourrais nous en parler de ça. Rick Rude, ben oui. Ça, c'est malade. C'était en 97, les gars. Ah, vas-y, on C'était en t'écoute. 97. On t'écoute, mon gars. Rick Rude, moi, je ne le cacherai pas. Rick Rude, quand j'étais jeune, dans les années 90, moi, j'ai une soeur qui est 10 ans plus vieille que moi. Fait qu'elle tripait sur Rick Rude, puis moi, je tripais sur Rick Rude. On l'aimait tous, Rick Rude. C'est un bon wheel. C'est quand on arrive en 97, un peu plus vieux, plus mature, je vois mon Rick Rude à Raw, parce que je l'écoutais, puis même si mes deux amis pensent que je l'écoutais pas tout le temps, je l'écoutais un peu. Je vois ça. Ouais, Rick Rude, il était à Raw. Le soir même, que je remarque que ça te donne la même journée. Il est dans quelle ville? Il était à Cornwall, en Ontario, il était au Canada. Puis le même lundi, il était à Cincinnati, en Ohio, avec la WCW. Cornwall qui était à une demi-heure de Valleyfield, genre. Ah ouais, mais hey, Cornwall puis Cincinnati, là, on parle de 12 heures de char. Fait qu'on sait qu'il n'y a pas pris une auto, là. Si on fait ça le soir même, là. Si ça se tournait le même jour. Mais. Bischoff, il a payé un jet privé, sûrement. Tu penses? Ben. Je sais pas. Mais il était là. Puis c'est un des rares gars qui quand il est arrivé, il est rentré tout de suite dans le WO, il annonçait, puis il accompagnait, là. Le monde fait capoter. Il venait de le voir, mais. Ben, les fans l'ont reçu plus par après. Je pense que c'est par après qu'on a remarqué. Hein, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Ça, je pense que c'est quasiment 2 décalages horaires différents, ça. Tu prends le Midwest puis le Québec. On jase depuis tantôt, mais est-ce que vous pensez pas que, genre. Tu sais, j'en ai souvent parlé dans des anciennes émissions, mais tu sais, c'est des hommes d'affaires qui travailleraient peut-être tous pour la même poche, puis que, tu sais, c'était prévu, puis c'était une guerre de code d'écoute, mais tu sais, l'argent s'en allait tout dans le même panier, puis que, tu sais, les émissions étaient peut-être un peu enregistrées d'avance. Tu sais, là, je brainstorm avec vous, mais je me pose la question. En tout cas, genre, ça
pourrait aller jusque-là. tu sais. Leurs impôts vont tous à la même place, ça, oui. Tu sais, parce que tu sais, la lutte, on s'entend, il n'y a plus rien qui nous surprend, mais tu sais, je me demande si dans 10, 15, 20 ans, ça sortira pas à un moment donné publiquement que ce que je viens de dire, ça pourrait, Je vais pourrait jouer. être une hypothèse. Si on savait tout ce qui se passe backstage, on voudrait plus, même plus écouter la lutte. Ben, Ça, on avait déjà parlé. mais moi, je vais jouer le gars naïf. Ah Je ouais? pense que c'est deux organisations différentes, surtout qu'il y a déjà eu une fuse que Eric Bishop invitait Vince McMahon à se battre contre lui. En direct à Nitro, Ah, exactement. ouais, Ouais, ouais. Puis à un événement spécial, c'était le combat, il avait cédulé le combat. Fait que là, McMahon ne s'est jamais présenté. Je pense que si ça avait été fusionné, ça aurait été le moment qu'il vienne. Puis il n'est pas venu. Ouais, c'est Il a gagné par un compte de 10, puis je pense que c'était pour faire allusion qu'il y avait des meilleurs codes des codes que Vince McMahon. Je pense qu'il y avait une arrogance entre la WCW et la WWF à l'époque WWE. Parlant de code d'écoute, là, je suis un petit peu hors de contexte NWO, mais tu te rappelles-tu que la fois que Mick Foley avait gagné la strap contre The Rock, Tony Schiavone à Nitro avait dit les résultats d'avance à Raw. Ah. C'est dans le Monday Night War, le DVD Monday Night War. Tony ouais. Schiavone, le commentateur qu'on voit aujourd'hui Ah, ouais. à Dynamite, il avait dit les résultats d'avance. Parce que Nitro, c'était tourné à 8h, puis Raw, c'était tourné à 9h. Il avait déjà, pour pas que le monde change de channel, il avait déjà dit les résultats d'avance. Parce que je pense que Raw était enregistré un petit peu d'avance. Ça se peut. C'est cheap. Non, je sais. À ce temps, il pourrait plus faire ça. Il rend justice, c'est sûr. En justice, c'est sûr. rendu là. On pourrait enchaîner, dans le fond, avec l'évolution de la NWO. Les sortes de clans NWO ouais, qui c'est se ça, sont parce que, produits. tu sais, tantôt, on parlait de Sting, qui était un élément majeur dans le déclenchement de Oh, certains... Ben, de qui certains Qui est en revenant clans. encore beau, là. Ben, Sting, c'est qu'au début, la NWO, tu sais, on parle de 87, au début, ils essayent de le recruter. Ils sont pas capables. Ils se déguisent en Sting. On a remarqué après que la NWO s'est déguisée en Sting pour frapper des lutteurs de la WCW, pour créer un doute au monde qu'il venait dans la NWO. Malheureusement, ben, Sting arrive et fout une raclée à toute la NWO pour montrer son indépendance. Mais la machine rumeur avait parti. Quelques mois après, Sting se déclare lutteur indépendant. Il n'est pas dans le WO, il n'est pas dans le WCW. Ça inclut encore des rumeurs. Et quelques semaines après, ben, il arrive qu'est-ce C'est qu'il son arrive. propre boss, ouais, c'est ça. Il devient dans un NWO, mais tu sais, c'est comme le combattant solitaire. C'est Sting, c'est ça. Il a viré combattant Son petit solitaire. indépendant. Le loup ouais. solitaire. hein. Le loup solitaire, Il c'est a ça. été beaucoup... Il a plus souvent lutté en solo qu'en équipe, on s'entend. C'est Chuck Norris de lutte, excusez-moi. Ouais, non, c'est bien correct. C'est carrément ça. Un bon vétéran, d'ailleurs. Puis après, ben là, dans les histoires, quand on parle de la NWO, c'est que la NWO, ça va bien, là. Tu sais, 96, 97, ça passe. Ils ont eu des petits hauts, des petits bas, mais ça y va, parce qu'il y a eu un moment donné, un petit bas 97, là, quand Teddy DiBiase retourne à la WWF. Big Boss Man retourne. Tu sais, le Big Booba. Ils ont signé Vader aussi. Ouais. Ben, La WWF. ils ont- Vader, c'est quelque chose de différent. Vader, il y a eu un problème dans le backstage. C'est quand il a foutu une volée à Paul Orndorff. Paul Orndorff, ouais, il y a eu une bagarre. Il Ouais, y a eu une bagarre dans le backstage. Orndorff a eu raison. Il y a deux versions. On ne connaîtra pas. Il y a la version Vader et la version Orndorff. Ah, ben ça, ils vont mettre ça en désavantage. Ah, mais c'est Deux ça autres. le truc que j'apprends parce que je ne savais Ben, pas. non, puis là, c'est super. ça. Vader, après ce combat-là, se fait mettre dehors de la WCW. Puis ça, c'est avant même. Ça, c'est qu'il se fait mettre dehors avant que la fameuse émission de Bewatch passe. Fait que ouais. Bewatch passe avec un Vader, mais Vader, il ne fait plus partie de l'organisation. Ouais, mais c'est tourné à l'avance. Ben oui, Bewatch Ah, ouais. en 95. Je ne savais pas ça, c'est Ouais, ouais. vraiment hot. Puis pendant que Bewatch tourne, en février, il est dans un circuit indépendant au Japon et il s'en va signer son contrat à la WWF par après, là, Vader Times. Mais pour revenir à ton affaire, c'est pas. Je veux pas te corriger, puis c'est pas un reproche. Oui. C'est pas Ted DiBiase qui revient à WWF, c'est Ted DiBiase qui s'en va à WCW. Parce que d'après son contrat, si Stone Cold perd contre Savio Vega, DiBiase doit quitter. Mais en réalité, je pense que c'était la fin du contrat de Ted DiBiase. C'est là que c'est envenu avec Bischoff puis la WO. Ouais, mais c'est comme je te parle, oui, il a été avec la NWO, mais il a quitté la NWO avec. Dans le sens, M. Ostrig, Big Bossman, lui, il va avec The Corporation là, dans ce temps-là. Ce que je te parle, c'était avant. Avant, ouais. Ah, ok, je m'excuse, c'est beau. Non, c'est ça. Il y a eu un petit moment. Ok, là, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, il n'y a pas de trouble, mon chum. Là. Il est arrivé tellement d'affaires, c'est normal Ben, qu'on c'est se ça, trompe. c'est en 97, il y a eu C'est comme un mêlant, petit, des il y a un petit creux de vague, mais ils ont recruté tout de suite. Là. C'est là On qu'ils va ont. s'écrire un livre. là-dessus. Ah, ouais, oui. un dictionnaire, un annulaire téléphonique. Je vous donne raison qu'on peut écrire un livre. Ils ont recruté. Puis quand on arrive à 98, moi je pense que Ouais, là, vas-y. c'est là que la WO l'échappe un peu. Parce que là, il y a eu des membres qui sont partis en 97, ils ont réussi à rattraper. Puis là, en 98, ils décident d'avoir le coup de génie, de faire des guerres internes. Et là, ils disent,
La NWO gagne tout le temps. Qu'est-ce qui se passe à la WWE? Il n'y avait plus ben de lutteurs, à part Piper qui tient tête et des erreurs de même. Ouais. Fait que. Puis déjà qu'il avait ramassé Sting, la grosse vedette de l'époque de la WWE. Fait que là. Le top 5, Il restait il y pas. avait Hogan, mais quand il viré Hill, Il restait plus grand chose. Fait que là, ils ont décidé qu'on est plus gênés. Tous les meilleurs lutteurs, tout le monde pense qu'ils viennent de la NWO. Fait qu'il fait une guerre interne. Fait que là, la guerre interne pogne. Là, il y a du monde qui se fait des coups de cochon. Puis c'est un peu ça qui a comme. Je pense que c'est le début de la fin 98. Mais il y a eu quand même des coups de génie. Puis c'est là qu'il arrive à peu près à mai 98. T'as là Kevin Nash, Conan, qui faisait partie de on l'a pas connu tantôt, de la NWO. Puis Macho Man. Il crée la Wolfpack, on l'appelle la NWO Red. Alex Luger s'est joint à eux autres un petit peu plus tard. Ouais, la première fois qu'ils ont fusionné les trois, Luger puis Hennig ont foutu une volée à ces trois-là. Okay. Parce qu'ils ne prenaient pas qu'ils changent. Mais par après, ben Luger, Hennig puis Sting sont venus rouges. C'est drôle, on en parlait tantôt, mais c'est ce que Kev semblait mentionner. Tu sais. On dirait que pour faire partie de la NWO, il fallait qu'il mange une volée avant. Ouais. Question de se faire initier. C'est ça. Ben, c'est ça pareil. Hey, Horace, Check le contexte. c'est ça qui est arrivé à Horace Hogan. Ouais. Quand Hogan l'aidait pour le venir de la NWO, la première semaine, il fout une volée. Il s'est fait péter à ça. À son... franchement. Il fout une volée, puis... Ouais, non, c'est... Mais, non, comme je te dis, on est à 98, il cherche un peu. La semaine d'après, parce que Giant, j'avais oublié aussi un autre gars, Giant de Big Show, là. Giant, il a fait partie de la NWO, il est sorti, puis là, il le ramène. Après le 5 mai, la semaine d'après, là, il ramène le Giant parce que c'est l'ennemi de Kevin Nash. Fait que là, d'un sens, ça s'est ramené. Hogan. Mais ça, c'est bien qu'il ramène ça. Mais je pense que le coup de génie de 98, ça, honnêtement, là, c'est en juin 98. Puis là, je vais vous changer de sport. On est de la NBA. C'est les Bulls de Chicago contre les Jazz de Utah. C'est leur équipe à Jordan contre l'équipe du vétéran Karl Malone. C'est vraiment... On est en série. 3e match qui vient de passer. Il y a un gars dans l'équipe des Bulls qui s'appelle Dennis Rodman. C'est l'éternel adolescent de 30 ans. L'enfant terrible du basketball, mesdames et messieurs. Ouais, puis c'était à l'époque Michael Jordan. Je crois que Michael Jordan est encore dans le circuit, hein, à cette époque-là. Oh oui, oui. c'est Jordan, Pippen, Rodman, la terreur. Hey, je pense qu'ils ont déjà 4 championnats de suite de gagner. Ça va super bien, là. Là, La dernière année du coach Jackson, ils ont fait un documentaire sur Netflix par rapport à ça. The Last Dance. C'est ça, exactement. Last Dance. On arrive. Après le 3e match des Bulls, il y a une pratique le lendemain. Mais il est pas là, Dennis Rodman. Il est où, Dennis Rodman? Il prend du bon temps avec Hulk Hogan au Monday Night Raw. Ah, mais c'est... Ah ouais? Il fait un show. Hey, le Hogan avec la promo, tu vas manger Malone, c'est une histoire. Hey, il provoque l'équipe des Jazz, puis il joue de puis Dennis Rodman, attends, là. Un joueur professionnel aujourd'hui ne verrait plus jamais ça. Même à l'époque, je ne sais même pas pourquoi on a vu ça. Tu penses-tu qu'il va y avoir un LeBron James un jour qui va faire partie, qu'on va voir à l'écran? Parce que je te dis ça, j'ouvre une petite parenthèse, mais tu sais, à l'époque, il y avait sorti un film sur Michael Jordan avec les Looney Tunes qui s'appelait Space Jam. Oh oui, très bon film. Ils vont sortir Space Jam 2 Ouais. prochainement, puis LeBron James... C'est un peu la même histoire, mais c'est avec l'histoire de LeBron James. Il capture, genre, son fils, puis tout ça. T'sais. Fait que je me demande si, éventuellement, il pourrait pas avoir une ouverture ça peut du se côté faire. LeBron James. Ça pourrait se faire, moi, je pense. La différence n'est pas la même. T'sais, LeBron James... Il ne manquera pas une pratique pendant les finales de la NBA pour aller faire un show de lutte. Oubliez ça, là. Je pense qu'on l'a vu une fois, pour on est chanceux de l'avoir vu. Ouais, mais avec le contrat Q et tout, LeBron James, c'était un maudit contrat. Il y avait un contrat 30, aussi. 30 millions par année, chose. Ouais, Dennis Rodman, pour l'époque, il y avait un beau contrat. Là. Ça se faisait pas. Là. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui voudrait toucher un joueur comme Dennis Il Rodman. voulait faire parler de lui, puis il a réussi. Ouais. Il y a quand même Shaquille O'Neal qui est à la AEW. Ouais. Puis, mais... Le fameux match contre Paul White, quand ça va avoir lieu. Season, c'est ça, il est plus. Il s'est retiré, lui, du NBA. Ouais. Puis maintenant, on le voit dans différentes apparitions qu'on le voit à la télé, dans des talk shows ou dans n'importe quelle autre émission à la télévision. Mais je pense pas, effectivement, qu'on revoit une personne. Je pense pas qu'on voit un Sidney Crosby qui fait les playoffs qui du jour au lendemain non, je pense que s'en va à AEW, ça marche pas. OK, moi je comprends. OK, Jordan, là, pour les Canadiens de Montréal, pour le monde du Québec, les hockey, bon, Jordan, c'est notre prize, OK? Mais imaginez que un des 3 meilleurs joueurs
Puis tu sais, un peu tête fofolle des Canadiens, là, mettons, je sais pas, là, je vais en nommer un, Dano, mettons. Là. C'est une nomme, ça va peut-être être Shea Weber. Non, vas-y. Décide de ne pas aller à la pratique pendant les finales de la Coupe Stanley, mettons que Montréal gagne les finales. Excusez-moi, mais non, je ne le sais pas encore aujourd'hui. Ils s'en vont là. Pendant les séries éliminatoires, excuse-moi, là, Ça passe pas. ça passe pas, là. Non, le, c'est ça. le gars, il meurt sur la place publique, là. Mais il y en a un qui l'a fait. À moins que ça fasse partie de son contrat. Peut-être que Dennis Rodman faisait partie de son contrat. Non, peut-être dire, va écouter Last Dance, puis tu vas voir que ça fait pas partie de ton Parce que le contrat. gars, mais le gars qui fait sa lutte en bâton, Ben, sais-tu qu'est-ce qui était beau de ça? C'est que Malone, Carl, Carl Malone, ouais. du côté de Utah, a répondu à l'appel, mais après les séries, après que Chicago a gagné le championnat, il y a eu un combat. Ah ouais. C'était en joué à Bachelor de Beach 98, je pense. Hein? Page de Beach 90. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, en gros, l'histoire, la Fuse, je sais pas, ça a été quand même bien pensé. C'est 8 juin, on est en 8 juin, c'est la première apparition de Dennis Rodman, qui manque sa fameuse pratique. Puis là, DDP, Demon's Dallas Page, qui est en pleine montée à cette époque-là, demande de faire partie de la NWO, et c'est notre cher ami Dennis Rodman qui lui dit non, et il fout une volée. Et Puis là, ben, c'est devenu toute La il Fuse. s'est suivi toutes les semaines et les semaines où c'était la chicane entre NWO et DDP. Arrêtez-moi si je me trompe, mais l'apparition de Jay Leno, est-ce que c'était à Nitro à Bachelor de Beach? c'est dans les mêmes périodes. Ouais, je pense que oui, hein. Puis apparemment que c'était... J'en parlerai pas parce que c'était très boiteux. Bon, je sais, c'est un coup de marketing. Dans un ancien podcast. C'est un coup de marketing, Tu sais, parce que- Hogan avait battu Jay Leno. Là. Ça, il y a des histoires Ouais, qu'on mais peut oublier. c'est Tu sais, avec l'histoire, les gars... il y a un coup de marketing. C'est ça. Il voulait des codes d'écoute pour son talk show, puis je pense qu'il a déjà reçu Ouais, Hogan c'est- à son talk show, je pense. Ouais, mais moi, je pense que ce combat-là, faut juste pas en parler. Parce que c'était un moment noir de la NWO. Ben d'accord. Non, mais fait que là, on est dans la période... deux périodes. Là, quand on est en 98, on est avec la période Hogan, qu'on appelle la NWO blanche, noire et blanche. qui est la- NWO Hollywood. Ouais, la Hollywood, la gang de Hogan, contre la gang de Wolfpack, qui était Kevin Nash, qui était en red. Puis c'est so-so. Puis au travers, c'est tellement so-so que là, c'est là qu'on rentre la fameuse LWO. En 98 aussi, c'est l'arrivée des Latino Wall Order. Fait que là, ben, tu sais, tout le monde, En fait, Latino World Order, c'était pratiquement toute la division Cruiserweight qui était dans la NWO. Ouais, c'est quoi, c'était C'est ça, pareil. Guerrero, C'est ça, pareil, tu sais. Guerrero, Mysterio. Mysterio. Conan. Voyons comment il s'appelle. Conan était là-dedans, je Non, Conan, c'est plus tard l'histoire avec Conan. Ah, Conan, c'est plus tard, ok. Ouais, je vais t'expliquer, ça va être plus tard. Ah, regarde, tu m'apprends des enfants, là, toi. Conan était dans Red. Il était dans Ouais, Red, je pense que oui. il Ouais, était ouais, encore Red. Mais tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé. Il est sorti de la Red parce que il y a il y a eu un doute qu'il allait dans Mais, la LWO. ah, ok, Est-ce c'est bon. que les Dean Menenko étaient dans LWO? Non, moi, la LWO, je l'ai pas trop suivi. Là. Honnêtement, Malenko, c'était pas un latino. Je sais qu'il y avait Junior. Juventud Guerrero était là. Juventud Guerrero. Juventud. Ventud de Guerrera, ouais. Guerrero était là. Chavo Guerrera, Chavo Guerrero Guerrero. Junior. Psychosis, c'était-tu là-dedans? Non. Oui. Oui, il était là, Psychosis, je suis sûr. Masqué ou pas masqué? Ah, il était tout le temps masqué. La WA qui a enlevé son masque. Ouais, Mexico, mais là. Mexico. Mais c'était un peu louche, puisque ça a duré un temps, jusqu'à temps que Ric Flair leur offre une augmentation de salaire. Tout le monde accepte, sauf un, qui est Rey Mysterio. Puis là, c'est là que le doute se crée avec Conan, parce que Conan, il allait avoir des têtes avec Rey. Fait que là, c'est là que la NWO rouge se bat contre Conan, le bas. Il sort de la NWO Ah, genre, ok. avec cet allié-là. Parce que, dans le sens, la façon dont ils ont détruit la LWO, sûrement parce que ça marchait pas à leur goût, c'était en offrant une augmentation de salaire. Puis comme on connaît Ray, ben Ray, c'est comme le gars solidaire, latino, et tu sais, il y croit. Puis Eddie Guerrero, qui était un peu le créateur de la WO, était un peu le gars cheat, l'argent, la gloire. Ben oui, c'est Il est ça. achetable. Fait que ça montait un Le peu fait de cette histoire. chicane, ça a monté des storylines et toutes sortes de trucs. D'ailleurs, j'ouvre encore une fois une parenthèse. Hey, ben, Une vas-y. petite parenthèse. Ric Flair, je pense que ça a été un des seuls qui n'a pas fait partie de aucune organisation. Non. Non? Il a fait partie de l'Evolution. Ah, ok. Ben, Non, mais on voulait dire NWO, là. On parlait de. Ah, Il a fait partie des Four Horsemen. mais il n'a mais pas Ouais. fait partie d'une Non. Stables. NWO, Tu sais, non, non. dans la thématique dans laquelle on parle en ce moment, on parle de Non. NWO. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il n'a pas fait partie de aucune. Au même titre que les Four Horsemen à l'époque aussi.
Les Tony Blanchard, Arn Anderson, ils n'ont pas fait partie. J.J. Dillon, Ole Anderson. Arn Anderson a-tu fait partie de la NWO? Pas à ma connaissance. Pas à ma souvenir. Non. Pas à ma Non, parce qu'à un souvenir. moment donné, il avait ramené les Four Horsemen. Oui, en 98, avec la LWO, c'est à ce moment-là quand Ric Flair ajoute les contrats des gars de la LWO, les Foremen, Il y avait Steve McMichael, Chris Benoit qui étaient là-dedans. Ouais, mais c'est ça, c'est ces quatre-là. C'était en même année, là. On est à peu près octobre 98, ça se passe là. Ben, il y a eu le speech d'adieu d'Arn Anderson quand il était blessé au cou. là. Ouais. Ça, il en parle. Puis, mais tu sais, Ouais, tu vois, il en parle. Dans le Greatest Wrestling Star of the 80s, là, l'histoire d'Arn Anderson, il en parle. Là. c'est là qu'on voit que 98, c'est une année un peu nébuleuse, même si c'est l'année que j'ai écouté le plus à WWE, parce qu'elle était en français, ça passait. En français, je la suivais énormément, parce que j'aime bien écouter ma lutte en français et encourager les produits locaux, le monde, dans le sens qui nous commande ça. Il faut encourager le produit quand ça vient d'ici au Québec, Ouais. qu'on a La notre langue lutte. officielle française. Pas juste la langue officielle, c'est juste fun d'avoir des Québécois qui peuvent travailler dans le monde de la lutte. Ah, je fais ça. Moi, je trouve ça intéressant à ce D'ailleurs, niveau-là. on salue encore une fois nos fans français. Oui. Nos fans de catch. Salut les Franco-Européens. Puis là, on arrive à un autre moment. Moi, c'est un moment que j'aimais beaucoup. C'était en 99. On allait à l'école ensemble, on était au secondaire. Tout la même histoire. Hein? Ouais, toujours là. Non, mais c'est un moment marquant pour moi. Ah, ouais, exactement. Janvier, c'est quand Bill Goldberg perd sa ceinture de champion de la WCW face à Kevin Nash. Hey, je t'arrête, là. C'était Starcade 98 qu'il l'a perdu. Ah, ça se peut 98. On était proche de 99. Mais bon, je t'en veux pas, Kevin. Non, mais on est proche de Le 99. bâton électrique, Jack Knife Powerbomb 1, 2, 3. T'as raison, The parce streak is over. je te donne raison parce que moi, le moment qui m'a marqué, c'est pas vraiment le combat que Goldberg perd. Moi, je suis content qu'il perde. Personnellement, je suis pas un fan de Goldberg. Ah, c'est bien correct. Pas un gros fan. On Des partage spots. ton opinion. Parfait. Parce que le 4 janvier 99, c'est un moment marquant de la NWO. Nash s'organise pour faire emprisonner Bill Goldberg parce qu'il a le droit à son match retour dû à son événement spécial en 98 à Starcade, qui a perdu sa ceinture. Il a le droit à son match retour. Au 4 janvier, au Monday Night Raw. Ok. Mais il va en prison. Il ne peut pas avoir un combat contre. En prison. Ouais, il l'envoie en prison, il est en cellule. Ça, j'ai manqué ça, man. Il le capture. C'est la façon pour pas que Bill Goldberg puisse venir combattre contre Kevin Nash. Ça évite son match retour. Exactement, ouais. Et parce que Kevin Nash, c'était un gars. Il se battra pas en prison, mettons, là. Non, il est intelligent, il veut garder sa ceinture, puis il sait qu'il n'a pas de chance de battre Goldberg de façon légale parce qu'il est trop fort. Mais il défie Hulk Hogan. Oh! Hulk Hogan, on revoit Hulk Hogan apparaître. What you gonna do, brother? Yes, la NWO blanche de Hollywood contre la Wolfpack pour la ceinture. Fait que là, on est dans la période plus la beating. Non, beating, ça se crée là. Là, on est encore entre blanc, c'est en 98, là, le blanc et noir contre le rouge. La rivalité entre les deux NWO. C'est toujours là. On arrive, c'est là que ça change. Parce que Scott Hall venait de quitter la blanche, ça faisait pas longtemps, dans le mois de décembre, novembre. OK. On le voit arriver avec Kevin Nash. On est un peu surpris. Ça veut dire qu'il a finalisé ce qu'il devait dans la Wolfpack, à ce niveau-là. Mais c'est deux grands chums aussi, là. Ouais, mais il avait resté des blancs au début. Et là, il a décidé de traverser le pont. C'est la seule fois qu'on le voit traverser le pont, mais il traverse le pont pendant 24 heures, même pas. Je me souviens pas de ça. Ah ouais? Ah ouais, là, t'as Kevin Nash qui arrive sur le ring, Hogan qui arrive. Habillé civil. Même pas habillé avec son combat, mais là, c'est un combat officiel, là. T'as Hogan, Nash habillé en lutteur, puis t'as Hogan habillé normalement avec son beau chandail de la NWO, comme moi je fais, NWO Hollywood. que je porte bien avec ses belles jeans. Ça va à côté, la cloche sonne, ça va à côté. Moi, j'appelle ça le finger game. Prend son index, la cote sur la poitrine de Kevin Nash, et Kevin Nash tombe au sol parce que le coup était trop puissant. Et se couche dessus. 1, 2, 3. Hogan devient champion. On sort la canette. On écrit NWO, sa ceinture, parce que ça appartient à la NWO. Mais il y a du monde qui ont été déçus de ce combat-là parce que ils ont tellement fait de pub, c'était tellement très attendu, ce combat-là, que ça a déçu bien du monde. C'est une des raisons pourquoi la WCW. Parlez-en bien ou parlez-en mal, mais parlez-en, puis c'est exactement ce qui est. C'est une des storylines les plus controversées. Ouais. Ben, là, c'est là qu'on appelle ça la méga NWO, la NWO Elite, dépendant. Là, ça se réunit. Les 3 membres fondateurs, comme je suppose que j'essaie de dire au moins 24 heures, l'ex-Qatar, les 3 membres fondateurs se retrouvent, reforment la NWO. Puis là, la NWO est remplie, est débordée de monde. Là, t'as Stevie Ray qui est là-dedans.
Ça, ce que il est rendu là. Hey, c'était rendu Ah ouais. trop de monde là-dedans. Là, tu Là, sais. Ton voisin d'en face, t'es rendu là-dedans quasiment? Ah ouais, ben oui. Puis là, Hogan s'amuse à faire à croire à certains que c'est eux les chefs de la NWO blanche, parce qu'il y a du monde qui s'oppose de la fusion. Parce que là, est-ce que vous vous souvenez du logo? Il a été écrit NWO en noir, puis t'as comme des rayons de soleil rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Dans un rectangle. Black and white? Non, c'est le blanc et rouge qui fusionne. Blanc et rouge, ok. En 98. Je me souviens pas de ça. Ah oui, oui, oui. C'est comme. Ça date, mais je m'en souviens vaguement. Entre les deux, là. Ben, non, il y a comme c'est comme des triangles. Des triangles, là. Tu vas voir. T'avais pas un gilet de ça? Ah, je me souviens plus. Ou c'est Hubert dans notre classe parce qu'il y avait un gilet de ça? Ouais, Hubert, il y avait un chandail, il y a aussi de Wolfpack. J'étais bien jaloux. Ah ouais, Son beau chandail Ah, rouge il qui était là. arrivait jusqu'aux genoux. il était hot, salut Hubert. Fait que là, en même temps, Hogan, pis c'est ça qui a perdu la crédibilité. Pour ça, je suis d'accord avec toi que là, c'est où que ça a accroché. C'est quand il a commencé à faire croire à Scott Norton, à Brian Adam, à Stevie Ray, qui sont tous des leaders de la NWO blanche, parce qu'il y a comme la faction blanche qui reste, puis comme la fusion de la rouge et blanche avec Hogan. C'est fou, pareil. Là où ça marche pas. Puis là, tellement que ça marche pas, tu sais, il y avait un autre, il l'appelait NWO noir et blanche. Le monde a tellement pas passé, il a appelé ça la BNWO. Comme si c'était comme la classe B, la seconde NWO. Le monde riait de ça. Le BNWO, c'était pas un gros compliment. Là. Ouais. Fait que c'était une réponse des fans là, à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que tu parles que c'est de la chute. Ça, c'est à cause de la BNWO. Là, c'était rendu que tout le monde en faisait partie. Non, c'est juste qu'il y avait encore une chicane interne. Le problème de la NWO, il essayait toujours de faire une chicane interne. Là. Il y avait comme. Là, tu allais avoir la blanche et rouge avec les membres fondateurs. Puis t'avais comme les petits gars de Botcat, là, Scott Norton, excusez-moi, il n'y a pas tant percé que ça. Là. Non. Stevie Ray. Mais au Japon, il était bon. Au Japon, Ouais, tout le monde Ouais, s'en fout de Scott Norton à part au Japon. Ouais, mais tu sais, on parle de WCW, là. On se concentre là. Stevie Ray, à ce niveau-là, il est là. Puis tu sais, il vient de quitter Booker T, ça marche pas pendant tout. Même s'il a essayé de recruter 15 fois, Booker T, ça n'a jamais marché. À ce niveau-là. Booker T n'a jamais fait partie de la NWO, je Non, pense. il a toujours refusé. Ah, mais non, mais WWE, oui. Peut-être à WWE. Ouais, mais plus tard, en 2002, là. Après 2002. Mais ça, on va en parler plus tard. Ouais, mais là, t'arrives de Big Gun, là, t'arrives ça. Puis, tu sais, si tu regardes l'histoire-là, je vais remarquer pourquoi tu dis que c'est la fin de la NWO. Bon, en tout cas, ça n'a pas aidé, mettons. Mettons qu'on dit qu'en novembre, là, ça marche plus la NWO. En novembre, Ah. c'est genre la date. Là. Après 3 ans et 3 mois, c'est quand même pas pire. Avec une grosse organisation de même qui ont fui. Ils ont quand même toffé 83 semaines, là. Mais ça, c'est le 3 planter ans. McMahon. Puis, C'est là, bon, là. c'est parce on parle souvent de 6 novembre comme la date, selon la mort de la NWO, ça marchait plus ou moins. Puis là, il y a comme une mort, là, les Hogan, on le voit plus. Il y a plein de lutteurs qu'on voit plus. Puis plein de raisons. Il y a même eu un combat Hogan Nash, parce qu'ils sont chicanés entre-temps. Puis là, c'était un combat que lui qui perdait donnait sa retraite, puis qu'il y avait Nash qui a perdu, puis c'était pas une vraie retraite. C'était comme une pause. Puis là, il y a eu comme cette période-là un peu nébuleuse. Puis en 2000, la WCW ne marchait plus partout. Ils avaient changé leur décor de Monday Night Raw avec le, en gris, là, avec la grande comme le Avec quand ils ont refait le branding de la WWE. L'entrée qui s'ouvrait. Ouais, Mais c'était beau, je trouvais ça beau, moi. Ouais, en fait, ben, J'ai une casquette ici de. Ah, mais je trouvais ça beau, moi, personnellement. tous les goûts sont dans la nature. Non, Il y avait un spectacle des Nitro Girls là, qui était en avant de ce petit décor. Ouais, ben c'est là que là, il y a eu les Nitro Girls, puis toute la patente, qui ont refait un peu l'image de la WCW. Ouais. C'est à partir de là qu'on dirait qu'ils se sont plantés solides. ils ont recherché. Ouais. Puis ils ont essayé, on est en fin 99, fin 99, décembre 99, début 2000. Là, ils ont essayé de relancer la WO pour une autre fois. Avec des vétérans. Là, Des vétérans, Bret Hart. Que Bret Hart a déjà fait partie de la NWO à l'époque, mais c'est rentré-sorti. Ouais, c'est ça. Kevin Nash, Jeff Jarrett, Scott Steiner. Puis ça a mal viré, cette partie-là, honnêtement. Puis c'est dommage. Je vais être honnête avec vous, là, c'est dommage. C'est là que la NWO est morte. Puis dans les années 2000, vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec la WCW. Ouais, c'est ça. En 2001, elle a fermé, c'est McMahon qui l'a acheté pour une poignée de braquettes. Non, sérieux, ça a coûté à peu près 2 millions. Là. Il a acheté ça pour des pinottes. Pour vrai, je pensais que ça avait coûté genre plusieurs Ah, millions de non, dollars. la compagnie est en faillite. McMahon il a acheté ça. Puis... Ben, il a acheté des gros gros. Bon, ouais, ça c'est bien sûr. Puis il a acheté la compétition. Mais là, c'est là qu'on voit la fin de la NWO. Moi, ça l'a mal fini. Puis, comme je vous disais tantôt, la conclusion de l'histoire, moi, quand j'analyse ça, trop de lutteurs, ça a trop changé. Ils ont essayé de trop faire d'histoire interne. Tu parlais des low carders qui en faisaient partie et tout. Les botcats, ça veut dire, t'es-tu en train de dire que Marty Jannetty aurait pas en faire partie? Honnêtement, je pense que la NWO, la seule chose qu'il y avait, si t'étais ami avec les trois membres fondateurs, t'avais des risques de faire partie. Si tu faisais partie de la clique,
Puis tu sais, c'était ça le problème. C'était une histoire de clic, puis la clic a grossissait trop vite, puis là, il voulait pas dire non à son ami. Puis tu m'as fait la remarque que je savais même pas, puis je me souvenais pas, en fait, c'est que Shawn Michaels avait fait partie de la NWA. Ouais, mais plus tard, à la WWE, là. Ouais, là, on parle de l'autre retour de la NWO qui a commencé en 2002 avec les 3 membres fondateurs qui arrivent. Puis là, il y a eu comme. Dans cette section-là, il parle qu'il y a eu 4 interceptions. T'sais. Même Goldust est habillé en NWO. Là. Oh, ben, il est en équipe avec Booker T aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ah oui, mais il y a un champion par équipe, pareil. Là, il se peinture en noir et blanc. C'était nébuleux. C'est un clin d'œil plus que d'autres choses. Mais je pense que moi, maintenant, quand il a ramené ça en 2002, là. Il y a du monde comme moi, ils n'ont pas évolué. Puis la NWO, ils voulaient tout prix. Fait qu'il sait que s'il ramène la NWO, je vais en acheter un chandail. Le branding est là. Puis il a remis ça sur la main avec un branding. Mais il y a aussi, il y a eu, là c'est là qu'il y a eu encore les démons de Scott Hall. Parce que Scott Hall a eu ses démons à fin 99. Il y a eu ces démons-là, il est sorti. Ouais, problème de bouteille, ouais. Ouais. Puis il y a eu ces problèmes quand il est revenu d'un voyage en Europe aussi, après 2002, quand il a été fait sortir de la WWE encore avec des problèmes personnels. Puis ils ont été obligés de le remplacer. Tu sais, c'était nébuleux. Malheureusement, certains lutteurs, comme Jake the Snake Roberts et j'en passe, ont des démons intérieurs. Ils ont tellement de talent, mais sont hantés par les démons, malheureusement. Puis pour moi, c'est comme ça que je vois la NWO, ça finit, puis c'est mort quoi. Dans les débuts des années 2010, je me rappelle même plus. Là, ouais, ben ils n'ont pas essayé de faire de quoi à TNA, à un moment donné, je sais pas trop. Ah, la TNA, ça pouvait pas s'appeler la NWO. Ouais, à cause des droits d'auteur. Non, ils ont refait la même affaire avec Kevin Nash. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de cette belle, de ce beau émission spéciale. Merci Kevin. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Oui, vraiment, ça nous a permis d'amener certains points un peu plus précis puis plus détaillés. Puis j'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale sur la NWO. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais en co-animation avec Benoît Laferrière et notre invité spécial, Kevin Laverdière. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs. On vous invite à partager, à commenter. Si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain Wrestle Rock podcast. Soyez ici. L'action ne manquera pas. Au revoir.